Je suis Francisco, je suis à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose. Et si vous avez des choses techniques, nous avons enregistré la séance pour que les participants puissent lire après. Autrement, si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez éteindre la vidéo. Alors, on va commencer avec Yael Armangoul de l'Université de Toulouse, de France, qui est étudiant de doctorat à l'Université de Jean Jaurès en France. Et aussi, il cherche à analyser la perspective de la vie trans dans la communauté. Le titre de la présentation est entre les critiques et les façons d'empowerment et l'usage des groupes pour intracommunautaires. Avant de commencer, Yael, j'aimerais préciser que de la dernière session, il nous faut que vous parliez le plus lentement possible, vraiment pour que les interprètes puissent faire leur travail correctement. Et aussi, vous avez 15 minutes et je vous fais savoir 5 minutes avant qu'ils finissent votre temps. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Yes, we can see it. Merci. Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes travaux de thèse qui s'appuient donc sur une ethnographie en ligne des principaux groupes Facebook trans francophones réalisés entre septembre 2017 et septembre 2020. Donc, l'introduction de ma communication présente très rapidement la croissance progressive des pratiques d'entraide T40 sur Internet. Et je vais présenter ensuite mes résultats, divisés en deux sections, centrées premièrement sur le soutien informationnel et deuxièmement sur le soutien émotionnel. Je terminerai par une rapide discussion. Avant de commencer, une brève contextualisation. Donc, comme ça a été dit, mon travail se situe en France, donc il convient de présenter brièvement et grossièrement le contexte de prise en charge concernant les parcours trans en France. En 1978, le premier programme français de prise en charge des parcours trans a été mis en place et ce protocole continue encore aujourd'hui de définir les différentes phases des parcours médicaux trans contemporains en France et constitue un véritable bouclier thérapeutique. Donc grossièrement, il y a deux possibilités de parcours trans en France. La voie dite officielle, gérée par la SOFECT, Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, qui adopte une approche psychiatrisante et des critères d'entrée très stricts, et une voie plus individualisée, dans laquelle les personnes choisissent ce qu'elles veulent ou ne veulent pas. Mais dans cette approche-là, et de plus en plus fréquemment dernièrement, il y a des refus de bénéficier de la gratuité et du remboursement des soins du système médical français à cause de la mainmise de la SOFECT, donc la première possibilité. Donc, face à ces difficultés-là, les personnes trans ont créé différents réseaux de partage d'informations et de soutien social pour s'aider, à la fois par les associations d'autosupport IRL, mais aussi en créant des communautés en ligne. Donc, en suivant le modèle proposé par Cutrona et Sûr, je considère que ces communautés ont fourni au fil du temps 5 types de soutien social: informationnel, émotionnel, lié à l'estime, lié au réseau et instrumental. Récemment, de nombreuses études ont mis en évidence l'importance croissante des communautés en ligne dans la gestion des parcours trans, en raison de leur capacité à permettre l'autonomisation, à lutter contre l'isolement social et à améliorer le bien-être et l'espoir. Et cependant, même si les chercheuses ont fourni des données intéressantes sur les communautés trans, les résultats n'ont souvent que très peu de rapport avec le contenu des interactions en ligne des membres de ces communautés. Et c'est particulièrement le cas en France où le sujet est très peu abordé. Donc, avant l'arrivée du web, les pratiques d'entraide communautaire T40 passaient quasi essentiellement soit par les groupes de soutien physique, généralement dans les grandes villes, soit par les zines qui étaient envoyés soit par voie postale, soit passés de main à la main. Donc, l'arrivée des premiers échanges médiés, ça a bousculé cette tradition en permettant un accès direct à des espaces qui étaient créés par et pour les personnes trans. En France, les premières communautés en ligne se sont formées sur le Minitel dès la fin des années 80.
Certains serveurs étaient gérés par des associations, à l'image du 3615 Tramvland de l'association parisienne Désir d'être femme. Donc ce serveur, il proposait un accès privé aux membres de l'association et ça permettait de pouvoir à la fois discuter en temps réel et organiser des sorties IRL. Malheureusement, il ne reste pas de traces de ces premiers échanges médias français et aucun travaux actuellement en France sur l'histoire des premières communautés en ligne. L'absence d'archives sur le Minitel et les autres, c'est pas un hasard. Les Minitel, c'était considérés comme des espaces à vocation érotique ou sexuelle, et donc les usagères, je pense, ont tout fait pour ne pas laisser de traces à ce qu'on puisse les reconnaître et les retrouver. Mais ça nous informe aussi sur d'autres choses. Finalement, les outils numériques de rencontres sexuelles se sont dessinés en France des réseaux de socialisation et de circulation d'informations entre personnes trans, non sans rappeler l'image du premières apparitions du terme T40 sur Craigslist. Il faut savoir que les espaces en ligne francophones trans se sont fortement inspirés des communautés anglophones. Donc les premières formes de sociabilité en ligne trans sont apparues sur les IRC anglophones, dont les dynamiques ont été éclairées par les travaux d'Avery Bain-Griff. Mais les femmes étant toujours invisibilisées et effacées de l'histoire des techniques et du numérique, j'ai souhaité faire apparaître dans ma communication les 3 femmes représentées sur la slide, précurseuses des communautés trans en ligne. À gauche, la programmeuse Gwendoline Ann Smith, qui a lancé en 1994 la room Gazebo, qui est devenue rapidement un espace de ressources, circulation d'informations et mise en relation entre personnes concernées. Et c'était très populaire parce que ça ne nécessitait pas de compétences informatiques pas très particulières par rapport aux IRC. Donc ensuite, on retrouve Mélanie Ann Phillips, qui en 1994 a créé le premier blog dédié au parcours trans, suivi par Anne Laurence, qui en a créé un autre en 1996. Donc les blogs trans ont ensuite pas cessé d'augmenter, se rassemblant autour de 2 fonctions principales, délivrer des conseils et des informations, ou décrire minutieusement les étapes des parcours de transition. Dans la continuité, suivent les premiers forums trans, qui offrent une réelle avancée, avec un accès aux informations à toutes et tous, 24 heures sur 24. Et ont commencé ensuite les usages tels que nous les connaissons aujourd'hui, via les réseaux sociaux numériques et les vlogs. Donc finalement, l'utilisation du web par la communauté trans, à travers ces différentes plateformes et formats, a fourni une masse critique d'informations, de conseils et d'espaces safe. Ils permettent de se retrouver facilement dans un entre-soi communautaire, parfois difficilement accessible IRL. Ces espaces en ligne ont toujours été et sont encore profondément liés à la fois au protocole de soins qui encadrent les parcours trans et leurs spécificités géographiques, ainsi qu'aux disponibilités des ressources IRL, sans jamais du coup être déconnectés des associations de terrain et de ces militantes. C'est pour ces raisons qu'il me semble que les trans-studies doivent porter un intérêt particulier à ces espaces. Comment les pratiques d'entraide T40 sont-elles caractérisées et qu'est-ce qu'elles nous apprennent finalement et apportent aux personnes concernées? Donc l'ethnographie en ligne que j'ai menée montre finalement que le soutien informationnel porte principalement sur les protocoles médicaux et plus précisément sur leur adaptation et alternative. Il revêt 2 objectifs principaux. Premièrement, la circulation d'informations concernant les professionnels de santé et deuxièmement, la diffusion des savoirs. La circulation d'informations par rapport aux professionnels de santé a une double portée. Identifier les alliés et les professionnels à éviter. Les recherches de professionnels de santé dans les groupes Facebook utilisent toutes le même format qui spécifie le nom de la ville, la spécialité médicale et l'objectif de la consultation. Les demandes de soutien informationnel qui suivent cette logique sont des moyens de prévention individuels et collectifs face aux violences médicales que vivent quotidiennement les personnes trans. La prévention individuelle passe par le choix avisé des professionnels de santé rencontrés, alors que la prévention collective passe plutôt par les traces des conseils échangés. Ces répertoires de soignantes safe permettent un accès facilité à une prise en charge respectueuse des identités et des désirs de chacun et de chacune, tout en contournant les protocoles hospitaliers français de prise en charge psychiatrisant, dont j'ai parlé au tout début de ma présentation.
La circulation de soutien informationnel donne ainsi accès aux utilisatrices et aux utilisateurs à un outillage critique collectif face à l'inadéquation de la prise en charge par les dispositifs publics. En effet, outre le référencement de soignantes safe ou d'alliés, les groupes Facebook se transforment régulièrement en arènes de dénonciation où les pratiques de certaines soignantes expertes des parcours trans ainsi que leurs noms sont révélés publiquement. Les échanges centrés sur la circulation d'informations relatives aux professionnels de santé permettent finalement aux personnes trans de pouvoir choisir leur soignante en fonction de leur pratique. Donc, plutôt que de s'insérer dans un protocole de prise en charge long et psychiatrisant, ces dernières vont pouvoir être détournées et adaptées en fonction des besoins de chacune, tout en évitant le plus possible, et quand c'est possible, les violences médicales. Donc, le soutien informationnel permet finalement, dans ce cas précis, une protection communautaire face au bouclier thérapeutique toujours plus fort. En suivant la même logique et dans la continuité des parcours, la circulation de soutien informationnel passe également par la circulation de savoirs à la fois médicaux et non médicaux. Ces publications peuvent être envisagées comme des ressources rares ou difficiles d'accès et viennent déconstruire la hiérarchie des savoirs. Donc là, je n'ai pas vraiment le temps de développer en détail cet axe, mais mon travail de thèse propose d'entrer dans le détail et d'appuyer sur la complémentarité des différentes formes de soutien et l'enchevêtrement de ces dernières. Donc par exemple, on va lire une prise de sang, on va ajuster ses taux, mais avec ça, on va aussi développer des savoirs qu'on va pouvoir retransmettre derrière autrement. Donc sur le deuxième axe, mes observations appuient sur la centralité du soutien émotionnel dans les échanges sur les groupes Facebook français. Elles se distinguent par des publications qui sont assez longues et qui prennent la forme d'une mise en récit avec un caractère urgent. Donc on retrouve les mots urgence, aide, panique ou encore suicide. Je montre que les thématiques les plus observées sont directement reliées à la santé mentale des utilisatrices et des utilisateurs face à des événements marquants causés en partie par les institutions, qu'elles soient familiales, médicales ou éducatives. En d'autres termes, je montre comment les sources principales de soutien émotionnel qui sont identifiées traditionnellement dans la littérature s'avèrent être en réalité les principales causes des besoins de soutien exprimés par les personnes trans et comment les réelles sources de soutien se trouvent être communautaires. Plutôt que de penser la santé mentale des personnes trans comme inhérente à sa nosographie, les espaces T4T permettent d'en identifier les causes plus clairement et de renverser le problème social construit par les médecins cisgenres. Il s'agit ici de détailler donc à la fois les thématiques et réalités soulevées par les besoins de soutien émotionnel et dans un deuxième temps, les méthodes qui sont mises en place par les utilisateurs et les utilisatrices des groupes pour répondre à ces besoins spécifiques. En d'autres termes, Sorry, Yael, I wanted to let you know you have 4 or 5 minutes left. Sorry, thank you. super. Donc, mes résultats viennent appuyer la nécessité du care entre personnes concernées et finalement légitimer et appuyer scientifiquement en faveur d'un accompagnement des personnes trans par et pour les personnes trans. Donc, Facebook et plus largement Internet sont à penser comme des outils intracommunautaires qui complètent le travail réalisé par les associations de terrain dans lesquelles se construise une éthique trans du care. Cette dernière implique de nombreuses sous-pratiques, donc par exemple la création d'outils d'empowerment et de prévention, donc les réseaux de soignantes, les espaces de dénonciation, la centralité de l'écoute active et des questions de santé mentale, une circulation de savoir et déconstruction de la hiérarchie, des dynamiques de soutien multiples et d'entraide centrale avec une redistribution et circulation d'argent, d'objets et de services, etc. Par toutes ces pratiques-là, les personnes trans défient les institutions. Elles expérimentent des stratégies et des formes de résistance qui favorisent l'autonomisation. Donc, déplacer la focale sur les dynamiques de solidarité sociale échangées dans les espaces T4T permet de souligner autrement les épreuves que rencontrent les personnes trans et surtout les dysfonctionnements des dispositifs de prise en charge actuels. Donc, il éclaire sur les besoins effectifs de la population trans tout en proposant des pistes pour les résoudre. Ces pistes, déjà à l'œuvre et efficientes, sont pensées par et pour les personnes trans et trouvent leur source dans les espaces T4T.
Donc, mais je terminerai là-dessus, même si ces espaces sont souvent et généralement safe, ils ne sont pas totalement exempts de toute forme de discrimination et de mécanismes de domination. À titre d'exemple, j'ai pu observer sur le terrain des comportements et propos cisnormatifs, sexistes, racistes, grossophobes, validistes ou encore de police de l'identité. Donc la continuité envisagée à mon travail entend questionner les discriminations intracommunautaires et leurs effets sur les réseaux de soutien des personnes trans par les deux dynamiques de violence observées sur le terrain. Donc celle entre personnes trans majoritaires et celle opposant personnes trans majoritaires et minoritaires. Merci pour votre attention. Thank you very much, Yael. You stayed well within time. Merci beaucoup, Yael. Vous êtes dans le temps. Nous allons voir si tous les présentateurs, les présentateurs et présentatrices, si c'était bien de publier les présentations ou d'en parler dans les réseaux sociaux. Yael, vous avez dit oui, très bien. Nous passons maintenant à la prochaine présentation. C'est Théodore Davenport qui nous a également donné nous a dit oui pour le réseau social. Je vais le présenter. Il est étudiant de doctorat à l'Université de Washington. C'est un académicien en transgéographie et il travaille aussi sur les conversations entre des études transhumanistes, socio-juridiques et l'éthique du soin. Sa présentation s'appelle « Géographie trans du soin, normativité, contradiction et intersectionnalité ». Théodore, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous me voyez l'écran? Vous m'entendez bien? Je suis ravi de partager cette présentation avec vous aujourd'hui. Géographie trans, normativité, contradiction et intersectionnalité. Ça fait partie de mon travail de maîtrise à l'Université de Washington. La narration la plus courante que vous écoutez dans la communauté trans, c'est quelque chose comme ça. Les personnes trans parfois sont oubliées et sont soumises à une grande souffrance, mais on insiste dans le fait que la société n'est pas intéressée à toutes ces souffrances. Donc, la seule façon de aboutir à cette libération trans, c'est à travers les soins dans la communauté. Même si dans cette narration, il y a beaucoup de vrai, il faut se rappeler que la société n'est pas la seule qui peut sauver ces personnes. Dans cette présentation, je vais parler de l'histoire des réseaux de soins pour les personnes trans, pour parler de pourquoi il est important de souligner les contradictions dans les pratiques de soins. J'utilise également la définition de qu'est-ce que c'est le soin, une activité que l'on fait pour réparer notre monde, pour que l'on puisse vivre dans le monde de la meilleure façon possible. Cela comprend le corps, nos corps, l'ambiance et tout ce que nous voulons rejoindre dans un tissu complexe qui garde la vie. Comme j'ai dit précédemment, cette présentation fait partie de mon recherche de maîtrise. J'analyse 25 entretiens d'histoire orale et aussi je travaille avec des transcriptions de plus de 150 histoires de vie qui se font actuellement à New York. C'est l'un des fichiers les plus importants aux États-Unis qui a un accès ouvert aux entretiens. Mais cela n'a pas été beaucoup utilisé pour la recherche. Nous parlons de l'importance de l'accessibilité dans ces centres et de nous concentrer dans les expériences des personnes trans et de la disponibilité du matériel audio et des transcriptions. Toutes les personnes ont donné leur approbation pour y participer.
également dans des projets de recherche. Je vais souligner 2 entretiens du projet de la ville de New York qui traitent sur l'expérience des trans sur les soins donnés par la communauté. Tout d'abord, Clark qui parle de la situation au début des années 2020, 2000, pardon. On voit également comment certains sites web aident les personnes trans. Je vais parler maintenant de l'activité trans que je vais expliquer après. Je voudrais dire que ces passages continuent de se faire, ces conseils continuent d'être donnés et cela affecte les soins des personnes trans. Deuxièmement, je parle de l'exemple de la maison Transi à Brooklyn aux années 90 et 2000. Dans le temps, cette maison a été une espèce de refuge pour les personnes trans à New York. Cet endroit, de façon simultanée, a montré le point auquel les personnes trans étaient affectées, par exemple, de la part d'autres facteurs sociaux. Maintenant, je vais parler des expériences de Naomi Clark avec ses expériences dans les années 2000. Elle est une personne trans de 40 ans d'origine japonaise. Maintenant, cette personne travaille comme académicien dans l'Université de New York dans la chaire de dessin. Et cette personne a travaillé également dans différents endroits. Naomi participe aussi aux politiques trans et c'est une des membres des projets qui ont trait à ces sujets. Les interprètes disent que vous allez un peu trop rapidement. S'il vous plaît, si vous pouvez aller un peu plus lentement. Naomi participe aussi des politiques trans, que cela a été l'une des projets RISE, l'un des collectifs juridiques trans fondé par BASE. Son entretien parle de l'importance des premières années de l'Internet dans la formation de la communauté trans. Naomi parle comment le membre du Forum pour des femmes trans évalue les objectifs des transitions. Créé en 1987 par Susan Larson, Susan's Place, cet endroit, était et est toujours l'un des sites web centrés sur les personnes trans les plus populaires. En juin 1999, Susan's Place donnait des ressources trans, une bibliothèque, un système de messages, un forum de chat et la première moteur de recherche consacré aux ressources trans en 1997. Tout cela est apparu au moins un an avant Google. Naomi a découvert Susan Place en 2002 avant de trouver une communauté trans en personne dans sa résidence à New York. Naomi parle de Susan's Place et le seul endroit qu'il y a pour l'accès aux personnes trans. Il a dit aussi que d'autres membres du forum disaient que ce qu'elle voulait faire, c'était passer comme un objectif pour sa propre transition. Je crois je n'ai pas partagé l'audio, donc je vais le faire maintenant. Thank you for your patience. It was all this very, like, passing-oriented. What I think of as now is like Le chant se concentrait sur cette question de passé et un conseil de transition très conservateur. C'était comme quoi, ben oui, vous pouvez mettre une photo de vous avec du maquillage. On ne parle pas de libération trans ou des choses comme ça. Il n'avait pas une attitude positive trans. Moi, ça me gênait un peu, mais je voulais me rendre compte comment je pouvais survivre. Et c'était les seules personnes trans que je connaissais.
Une perspective qui m'a aidé pour comprendre les expériences de Naomi, c'est celle de la transnormativité ou la normalisation de corps et des identités à travers l'adoption des institutions cisgenres de la part des personnes trans. Par exemple, la normativité des genres dans l'établissement médical, les institutions de gouvernement, les documents d'identification et les narrations historiques. Les transcréateurs en ligne qui fournit des conseils sur les technologies de transition, souligne les problèmes après cette politique de passé. Même si Naomi critique comme des membres de Susan Place, il ne participe pas à des politiques transcritiques, elle reconnaît l'importance de ces pratiques pour les membres de cette communauté online. Elle affirme que la plupart des conseils cherchaient à aider les membres à s'en sortir, disons, à savoir comment ils pouvaient réussir à faire que les personnes les toléraient. Dans un monde où les personnes trans doivent survivre, surtout les femmes trans, pas mal de fois, cette idée des passés, c'est une façon de soin de soi pour continuer dans ce monde. Même si ces conseils de passé vont contre les idées transnormatifs, l'idée de faire des échanges de conseils, ça fait partie d'un soin de la communauté en ligne avec Susan Place parce que cela transmet l'idée pour aider d'autres de survivre pendant qu'ils vivent en tant que condition de trans. Les académiciens trans comme Peterson disent que cette idée de passé se concentre sur la cisnormativité et la condition d'être une personne blanche. Ces espaces trans représentent de valeurs hétérogènes qui montrent un soin qui, beaucoup de fois, ont beaucoup de pouvoir. Vous savez, 5 minutes. Dans les histoires de vie sélectionnées pour le projet de la ville de New York, beaucoup de personnes interviewées ont parlé des difficultés pour pouvoir avoir une maison et comment traiter la discrimination. Il y a deux entretiens qui ont participé dans ce processus de logement. Même s'ils ne voulaient pas que leur maison, c'était un lieu de refuge pour les personnes trans, ils l'ont fait quand même à ce moment-là dans cette maison de transition au Transi House à Brooklyn. Elle parle de ce qui s'est passé avec les personnes trans à ce moment-là. Cette loi parlait des refuges, c'est-à-dire que chaque fois qu'un travailleur ou travailleuse sociale, excusez-moi, ça s'est bloqué. Chaque fois qu'un travailleur social recevait une personne trans, elle ne savait pas quoi faire avec la personne. Elle nous appelait sans nous dire, elle l'envoyait à notre maison et moi, je travaillais au bureau. Il y avait les klaxons, je descendais, il y avait une personne trans sans foyer. Et je lui demandais comment est-ce que je peux vous aider. Et c'était comme ça. La personne me disait, je suis dans une telle situation, j'ai besoin d'un refuge. Ils m'ont envoyé ici et ils étaient là avec leurs affaires. Je leur disais, d'accord, entrez et on va voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Elle décrit le temps qu'il a passé dans la Transit House en disant que c'était un travail social, mais personne ne lui payait, donc il n'avait pas étudié pour cela. Beaucoup de personnes qui ont été abandonnées par un nombre important d'agences de garde ou des autorités de logement ou de l'État, et également des travailleurs, des travailleuses sociaux. Les personnes qui ont été interviewées ont dû chercher d'autres solutions pour les difficultés de logement. People are particularly affected by economic injustice, housing discrimination, and Quelques personnes se sont vues très touchées par la crise économique, par la discrimination de logement et par la violence. Continuer à vivre dans un monde trans implique l'existence de pratiques de soins compétents entre elles. Ça serait important, comme il dit Malatin,
qu'il est important d'avoir ce soin. On ne peut pas tout simplement ne faire attention et penser que ce n'est pas important. Avant la présentation, j'ai parlé des éthiques transgenres et comment elles touchent la société. Je pense que partie de ce récit, c'est vrai, et sans ce soin, nos communautés n'arriveraient pas à survivre ni à fleurir. Il faut tenir compte d'autres aspects qui ne concernent pas le soin, parce que il faut tenir compte que quelques personnes trans, pas toujours, ont des expériences de soins de la même façon. C'est pour ça que le soin peut être complexe et si on l'étudie, on peut comprendre mieux les transférences trans. Merci beaucoup. OK, merci. Merci, Fyodor. On va passer maintenant à la présentation de Max Auburn qui n'a pas pu être ici parmi nous, mais il nous a envoyé une vidéo avec sa présentation. Je vais le reproduire. Alors, is a PhD candidate at the City University of New York Graduate Center and John Jay College, USA. Max Osborne, Master's degree in forensic psychology. une maîtrise en écologie. Just a second, I'm making sure that I share with sound. Could you hear that? I'm not sure I'm sharing with sound. Est-ce que vous pouvez écouter? Je crois qu'il n'y a pas de son. No, sorry. Oui ou non? Vous écoutez bien? It doesn't matter, but could you hear? Oh, well, oh right. I couldn't This hear would it. be English channel. Did you not hear Est-ce que it? vous pouvez écouter? Ça devrait sortir l'original par la chaîne d'anglais. Does anyone remember quickly how to share with sound? At view or up at green. Est-ce here on que vous vous souvenez comment de partager le son? Alors, une fois partagé l'écran, on peut partager le son. Okay, sorry. And if you want, I can try it if you send me the link. Share the advanced video. Oh, share sound. Share sound. I think. Share. Can you see and hear now? Well, can you at Ah, least see? Ahora pueden ver. Est-ce que vous pouvez voir maintenant? Yes. But Mauricio asked if you could play it at 75% speed. Yeah. And I think because we're missing a presenter, you probably can. And we can just keep an eye on time. Oh yeah, but could you hear it? I can hear it, yes. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Hi, good morning, everyone. My name is Max Osborne. Bonjour à toutes. Je suis Max Osborne. Je suis docteur de John Jay College et je vais présenter sur des expériences de soins mutuels des personnes trans pendant la pandémie de la COVID. Je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous. J'ai eu une opération la semaine passée, dernière, et j'ai eu quelques complications inattendues et la visite de suivi a entré en conflit avec cette présentation. Je m'excuse pour ça et j'espère pouvoir être le reste du week-end. Je vais visiter la plateforme. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, des questions et je vais vous répondre. Je veux aussi remercier les organisateurs TRIS de la conférence pour me permettre de télécharger cette vidéo et s'adapter à mes besoins. De nouveau,
Beaucoup en sait, les personnes trans et non-binaires qui font face à d'obstacles pour avoir accès aux services d'appui tels que empêchement à l'accès et des sujets d'accès financier. Beaucoup des présentations de ce week-end, j'imagine, vont être soulever ces obstacles comme résultat avec des réseaux de soins parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller à ses pairs et non à des prestataires ou des institutions. Dans le livre Transcare, on dit que quelqu'un en fait recours à d'autres à cause des liens avec les institutions. On se soigne entre nous pour faire face à ces refus. L'histoire de ce soin communautaire inclut les interactions entre les pairs et aussi des groupes d'appui de militantisme, le recueil de fonds et l'envoi de lettres. Dans la dernière année et demie, la pandémie a intensifié les difficultés existantes pour les accès et aussi a déclenché une expansion à l'appui intracommunautaire et c'est sur ce sujet-là que je parlerai plus loin. Alors là, je cible deux questions. Quelles sont les stratégies utilisées par les personnes trans non-binaires pour recevoir de l'appui émotionnel et matériel? Et deux, comment la pandémie de la COVID a impacté sur les réseaux d'appui de transit non-binaire. Ces données viennent de ma dissertation, que c'est un projet plus large sur les contacts institutionnels et recherches entre personnes non-binaires et trans. J'ai inclus des données de 31 participants qui sont identifiés comme transgenres et ou non-binaires. J'ai fait des entretiens structurés à travers le Zoom de l'automne 2020 sur des sujets d'identité, risques et sécurité des contextes, des interactions avec la police, recherche d'appui et de l'aide pour donner un panorama de l'échantillon. L'âge allait de 21 à 56 ans avec une moyenne de 31 ans. Et notre panorama de race et des gens, mais je voulais que vous sachiez que j'ai demandé aux gens d'être identifiés, d'être auto-identifiés avec les mots ou les noms qui se sentent à l'aise et j'ai préféré ne pas donner une liste taxative et ça donne un problème pour faire un résumé sur l'information de l'échantillon. Sur le genre, je voudrais dire que 2 tiers des personnes se sont identifiées comme non-binaires. C'est une façon de le voir et aussi comme alternative. J'ai remarqué que les pourcentages des personnes se sont identifiés comme masculin, soit binaire ou non binaire, transféminine, binaire ou non binaire, soit sans mentionner masculinité ou féminité. Et de nouveau, c'est compliqué parce que les personnes utilisent plusieurs identités pour se décrire, se autodécrire et utilisent des termes que d'autres personnes normalement n'utilisent pas. Alors, je pense qu'aucune de ces présentations peuvent atteindre toutes les identités. Ici, je vais me référer de comment utiliser les informations sans réduire à des catégories, aux gens qui vont minimiser leur identité. Un sujet final, quand je fais référence à un participant ou une participante en particulier et son genre, je vais utiliser les mots que eux, ils ont utilisés pour s'identifier. Pour le reste de la présentation, je voudrais parler sur quelques avantages et inconvénients des personnes non binaires et trans qui trouvent à l'interaction dans les réseaux d'appui.
dans des termes des expériences des personnes pendant la pandémie Unsurprisingly, during the pandemic, as in general, trans and non-binary people frequently turn to informal sources of support, such as friends, family, partners, and each other. Notably, most of the people I talked to discussed not only receiving support, but also Beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai parlé ont dit qu'ils ne reçoivent pas les soins, mais qu'ils donnaient des soins comme partie d'un effort organisé ou entre les pairs. Alors, très peu de personnes se décrivent comme réceptrices ou récepteurs des soins. Ça, c'est seulement l'un des sujets qui ont survenu, qui ont été entraînés des échanges entre les personnes en donnant pour des fonds de garantie, en échangeant de l'information ou des compétences ou des habilités comme des apprentissages, des enseignements, des traductions et des fonds pour s'occuper des frais. Il y a une mention que je veux partager d'une personne non-binaire du Vietnam, 26 ans, en expliquant pourquoi il se consacrait à des réseaux de soins. Les institutions sont déjà en train d'éviter nous soigner ou les systèmes sont engagés actuellement. Pourquoi je vais confier à quelqu'un qui ne m'a pas appuyé? Pourquoi je ne m'appuierai pas sur des personnes qui sont dans la même situation ici, comme moi, comme mes amants, comme mes amis? Je sens que l'identité est très importante pour se sentir confortable dans la même intensité. Il y a une tendance au manque de sécurité des personnes qui sont dans la même situation et qui ne peuvent pas entrer en rapport. Et c'est l'un des sentiments qui éprouve beaucoup des gens entretenus. Je voudrais discuter sur quelques points forts dans les réseaux que j'ai vus dans les pandémies et comment surtout les personnes, les sensations de communication trans ont changé. Les cercles sociaux se sont réduits et ceci a entraîné des barrières sans limite. Les réseaux ont été amplifiés. Les personnes ont remarqué que ces cellules ont été réduites en taille, mais ont été étendues vers des gens qui ne sont pas connus ou vers les familles, mais que les gens les ont identifiés comme plus confiables. Ça, c'est un récit, une mention d'une femme blanche, juive et latine de 26 ans. Elle dit que toutes les relations de toutes ont changé. Il faut savoir qui sont un ami, une amie méconnue. C'est une situation moins ambiguë. Moi, là, je sais qui est mon ami et je sais qui est ma collègue ou mon collègue et qui est méconnu. Maintenant, ça a tourné plus blanc ou noir. Avant, c'était plus difficile. Maintenant, il y a plus de personnes que je peux appeler et je sais que je peux faire confiance. Ça, c'est une autre mention, un récit d'une femme hispanique blanche de 56 ans et en disant comment elle se rapproche pour donner son aide. À cause de la pandémie, moi, normalement, je vérifie avec les personnes. Les personnes, pour moi, sont importantes, surtout mes cercles prochains. Alors, j'essaye de maintenir le contact pour m'assurer qu'ils sont bien. J'essaye de faire quelque chose tous les jours. Et notamment, les participants et participantes évoquaient des contacts plus de contacts plus intenses avec moins de personnes en donnant et en recevant et en partageant des ressources matérielles, mais toujours en essayant de maintenir
un contact fréquent avec les personnes qui puissent avoir les mêmes identités. Les participants et participantes ont parlé de comment développer des communautés pour la communication pendant la crise. L'une des personnes que j'ai fait mention, il le faisait pendant la pandémie et on est en train d'être vérifié dans notre société, voir si on peut se contacter avec n'importe qui qu'on voudra se rapprocher. C'est-à-dire que les personnes ont dû articuler plus ces besoins émotionnels envers d'autres personnes, les limites qu'ils voulaient ou qui ont non, ont dimensionné que ceci a amélioré comme résultat de la pandémie. C'est-à-dire que le changement dans l'interaction a modifié la façon de se communiquer et les interactions. Pas seulement ça, mais la coopération mutuelle, que tout le monde est en stress pour envoyer des empathies à d'autres personnes. Et aussi, ça montre aussi une tendance à être plus sensible face aux besoins des autres. Et aussi être plus proactif ou proactive et plus explicite sur ses besoins. Et pas seulement il y a un changement sur les soins, mais sur la façon comment les soins et les interactions ont survenu. Et donc, finalement, il est apparu le concernement sur les soins mutuels pendant la pandémie qu'avant, cette concernance n'était pas apparue. Ça, c'est une réponse évidente aux plus besoins de soins et la sécurité des façons institutionnelles et formelles de soins. Et les gens se sont sentis vraiment encouragés à le faire. Alors, la pandémie a été un déclencheur pour les personnes qui avant n'étaient pas impliquées et maintenant ils le sont. Although, as I mentioned, many people felt newly motivated to get involved. Même comme je l'ai mentionné avant, beaucoup de personnes se sont impliquées dans des soins communautaires et parler avec ses proches. Le manque d'interaction sociale a eu un coût mental et ça a touché les processus de soins pour beaucoup de personnes. Même si on comprend que beaucoup de personnes étaient stressées, il y a eu la création la sensation que tous et toutes en étaient en train de traverser un mauvais moment et le besoin de se rapprocher et demander de l'aide. Ça, c'est une mention, un récit d'une participante blanche, juive. On fait face toutes à un stress de façon séparée et parfois il y a moins d'appui tous les jours. Il y a moins d'aide préventive et je ne reçois pas d'interaction qui soit nutritive. Alors, il y a une charge sur les personnes avec plus de niveau d'inégalité. Ça, c'est un récit, une mention plus longue d'une personne indigène américaine. On sait déjà que les institutions n'ont pas réussi et maintenant on sait pourquoi on le fait. Et on sait parce qu'on ne peut pas travailler avec d'autres personnes et il y a des personnes qui ne suivent pas. Alors, il faut toujours chercher les limites et c'est toujours plus facile pour quelques personnes qui ont des privilèges ou des groupes de privilèges. En fait, quand on
quand il faut remplir des besoins de base, et ce n'est pas tellement facile recevoir de l'aide de l'autre. Aussi, il a été démontré que les réseaux informels de soins dans les communautés peuvent avoir des impacts sur les hiérarchies de pouvoir existantes. Chris Barcelo a travaillé sur un processus et a trouvé que les personnes privilégiées, non privilégiées, peuvent rappeler l'attention des personnes depuis lesquelles peuvent recueillir des fonds. Les personnes des communautés qui sont très stressées sont celles qui ont le moins d'accès aux, par exemple, soins de la santé mentale ou des ressources pour pouvoir faire face au stress. Et maintenant, pendant la crise, on leur demande qu'elles puissent faire face aux expériences de trauma, etc. Et vraiment, on leur a donné une charge importante. Et cette charge est de plus en plus intensifiée. Mais, bref, donc, par rapport les personnes trans doivent renforcer leur réseau de communication, leurs limites, participer à des efforts communautaires de soins pour aider ceux qui souffrent le plus et de cette façon arrêter les inégalités et l'accès aux ressources. Je suggère donc que tous et toutes profitons de ces opportunités pour travailler avec les réseaux d'institutions, les améliorer et de même, les membres de la communauté doivent participer activement. Il y a quelques personnes qui ont plus d'obstacles pour avoir accès à ces ressources. Donc, il est nécessaire d'analyser qui sont les personnes qui restent en dehors de ces réseaux de soins, de garde. Qui sont ceux qui prennent la plus grande responsabilité pour garder les autres. Je voudrais finir par cette citation. C'est une citation d'une personne blanche de 30 ans. Il y a une variante genre lesbienne. Il parle sur comment les personnes qui gardent la communauté et leur genre qui en fait favorise et va au-delà des institutions. C'est fascinant parce que lorsqu'on parle des différentes écoles, des universités, etc., je crois qu'il y a une espèce de traitement différent. Et je crois que cela ne va pas finir comme ça, tout simplement. Mais nous devons avoir l'espérance, l'espoir, parce que cette recherche est bonne. Je crois que l'académie continue d'être une institution en tant que le système juridique, les services sociaux, la santé, etc. Et nous devons reconnaître le processus qu'il est en train de se passer en dehors de ces institutions. Et il est également difficile d'établir ces pratiques et parler d'elle, notamment dans une présentation de 15 minutes, mais je suis à votre disposition si vous voulez en parler de ce sujet après, ou vous pouvez faire des questions, de commentaires sur ce travail. C'est un travail en cours. Merci beaucoup. Très bien, la présentation de Max. Et maintenant, on va passer à la dernière présentation de Léo Valdés de l'Université de Rutgers. C'est un étudiant de doctorat du département d'histoire à l'Université de Rutgers. Il étudie l'histoire de la diaspora, des différentes cultures et aussi des politiques de résistance. Léo dit que nous pouvons débattre son travail dans les réseaux sociaux. Léo, on te donne la parole. Merci beaucoup, Francisco. Je vais partager l'écran.
Je suis désolée, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je ne peux pas partager l'écran. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? J'essaie d'aider Léo. Je vais te mettre comme co-hôte. Maintenant, oui, tu devrais pouvoir partager l'écran. Voyons si c'est possible. Voilà, mais maintenant, oui. Très bien. Vous voyez la présentation? Nous voyons ici une image avec des montagnes. Désolé, je vous demande quelques secondes pour la configurer, s'il vous plaît. Quand vous faites clic sur partager l'écran, là, vous pouvez choisir quel écran vous voulez partager. You might have to disable share screen first to restart it. Right. Okay. All right. What is going on? I am so sorry. I don't know why this is happening. Sorry, I'm nervous, so I can't really think straight. Okay, it looks like I should be able to share now. Do you all see it? Yes, Yeah. now it's working. Maintenant, vous voyez la présentation? Oui, maintenant, oui. I will just try to make up for that time lost. So hi everyone. Très bien. Bon, donc, je vais essayer de compenser les temps que j'ai perdus. Et merci bien à tous et toutes pour être ici. Je suis étudiant de doctorat d'histoire. Ma présentation s'appelle « Dans l'ombre de la cité sanitaire, historiser les expériences des migrants estants dans le latin pendant la pandémie du coronavirus ». Je suis Léo, excusez-moi, mais parle plus doucement, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser les 15 minutes. On ne va pas faire des questions, mais allez plus lentement. Merci. Cette présentation est fondée sur un article qui sera publié en automne, une recherche que je fais tous les étés avec les projets d'histoire orale de latin de New Jersey. Nous faisons des entretiens avec ces personnes latines à New Jersey. C'est important parce que cette ville a une sous-représentation dans l'histoire latine. C'est la même chose que New York. New Jersey et New York, dans la zone métropolitaine, à la plupart des immigrants non documentés des États-Unis. Peut-être l'on pense que c'est l'Ouest, mais non, c'est New York et New Jersey. Un peu d'histoire. Lorsque Mercedes Martinez, en fait, était toute seule dans son lit et luttait contre la COVID à l'hôpital universitaire, elle a commencé à voir des démons au fur et à mesure qu'elle décrivait ses hallucinations. J'ai commencé à voir des démons, j'avais beaucoup de fièvre, je pleurais beaucoup, je pensais que j'allais mourir. Martinez, c'est une femme transgenre sans document qui habite à New Jersey, comme beaucoup d'autres personnes dans cet endroit. Elle travaille dans l'ombre et la plupart des fois, elle n'a pas d'accès à la santé.
New Brunswick, à New Jersey, c'est entre Philadelphie et New York. En fait, c'est près de Johnson et Johnson. New Brunswick, c'est une ville très intéressante, quelques 50 000 personnes, la moitié sont d'origine hispanique selon le recensement. Dans la population hispanique, 30% sont de Mexicains environ. Nous avons quelques données qui décrivent la ville. En 2017, le revenu moyen a été plus de 38 000 $, mais dans le reste du domaine résidentiel où Johnson & Johnson se trouve, par exemple, le revenu moyen était beaucoup plus important. Il est surprenant que le taux de pauvreté est très élevé aussi. New Brunswick, donc, se caractérise pour cette ségrégation économique et raciale. Il y a une espèce de tranche qui différence où il y a le campus universitaire, etc. Mais de façon différenciée, il y a une rue qui s'appelle French. Vous la voyez sur l'image. Là se trouve la communauté Latinx. À partir des années 60, cette zone s'est beaucoup transformée. Tout d'abord, l'immigration des personnes latines. Aux années 50, la ville avait 95% de population blanche. Et en fait, quelques années plus tard, la moitié de cette population est partie de cet endroit. Ce qui s'est passé aussi avec d'autres villes des États-Unis, c'est-à-dire que les personnes blanches fuient parce qu'ils voient que de nouveaux immigrants arrivent, ce qui s'est passé avec les immigrants de Puerto Rico dans la deuxième moitié du XXe siècle. Tout d'abord, le gouvernement de la ville a eu une crise fiscale parce que, bien entendu, il a pu recevoir moins d'impôts par la fuite de ces personnes blanches, disons. Cela a également affecté les communautés de Puerto Rico et la communauté noire. Par exemple, il y a eu beaucoup d'associations entre les gouvernements et Johnson & Johnson et d'autres associations par rapport à la communauté des personnes latines qui continuait de croître, notamment la communauté mexicaine. Un exemple de ces visions opposées, c'est que, par exemple, il y a un parc qui s'appelle War Memorial Park au milieu de la ville, mais on l'a donné un nom différent. Maintenant, ça s'appelle Parc Oaxaca. C'est une ville en Mexique. Elle a été rebaptisée. Il y a des personnes qui l'appellent Parc Joteria, ça veut dire les parcs des homosexuels utilisés de façon péjorative. Cela nous montre comment est la ville et pourquoi il est très important. C'est là pour toutes nous. Nous avons ici un témoignage. J'ai travaillé seulement avec des femmes trans dans cette étude, mais je vais les modifier tout de suite parce que c'est un projet en cours. Lisa Mendes, l'une des femmes que j'ai interviewées, elle est de Guatemala. Avant, elle était une immigrante sans document. Ces personnes travaillent et vivent dans une communauté latine pauvre à Brunswick. Et moi, ce que j'étudie, c'est que pour comprendre ces personnes, nous devons ne pas seulement nous concentrer sur le genre, mais la race et l'ethnicité aussi. Pourquoi? Parce que les personnes trans qui viennent à cette communauté, la première chose qu'elles font quand elles entrent dans cette communauté dépend plutôt de la culture où elles sont nées. Je crois que c'est une méthode très importante pour pouvoir avancer dans les différentes études trans, même quand on travaille avec les différences économiques. Comme Lisa Mendes l'a dit, c'est comme sexiles en anglais ou des sexilés
pour le genre, pour des questions de genre ou des choses comme ça. L'idée, c'est de souligner l'oppression sexuelle. Quand je fais ce travail, j'ai trouvé que les femmes trans dans d'autres histoires orales et même parfois de hommes sont opprimés par leur genre beaucoup avant qu'ils disons, laisser les placards en tant que trans, beaucoup avant. Et ça, c'est très important de la communauté trans de Brunswick. Lisa Mendes, en fait, elle a pu ou est en train de devenir citoyenne et elle a été identifiée parfois comme un homme homosexuel. Et parfois, ça, c'est une violence ontologique et violence administrative et aussi nous montre qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de fois, dans son cas, elle avait relation avec l'oppression cisgenre. La communauté latine est reflétée dans ce que est arrivé à Lorena Borjas, une transgenre de Mexico qui vivait à New York. Elle est décédée par coronavirus en 2020, malheureusement. Elle était une femme très importante dans la communauté de New Brunswick. Souvenez-vous que New Brunswick se trouve à 2 heures de la ville de New York. Lorena Borjas était un modèle pour Martinez. Léo, vous avez 5-6 minutes. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus lentement? Merci. Ça, c'est une citation de Merced qui dit qu'avant la pandémie, nous organisions des événements pour nous aider les uns les autres. Nous faisions des choses, des danses, des événements. S'il y avait quelqu'un qui était malade, nous l'aidons d'une façon ou d'une autre. Et cela se faisait avant la pandémie. Et cela montre en fait que ces événements allaient non seulement de personnes trans, mais des personnes cisgenres aussi. Et on les appelait événements ou shows où il y avait des artistes latines tels que Paulina Rubio, etc., pour pouvoir obtenir des fonds pour la cause. L'une des façons où je l'analyse le projet d'aide dans ce sens pour ces femmes trans latines et latins et pour toute la communauté, c'est à travers leur travail. Nous devons savoir beaucoup plus sur les patrons de travail des personnes trans et où est-ce qu'elles travaillent, parce qu'à New Brunswick, par exemple, la plupart travaillent dans des ateliers à New Jersey. Par exemple, voici une image où Mercedes Martinez travaillait dans une fabrique de cosmétiques ou de parfums et avant des vêtements. La recherche montre que ces femmes trans sont dans les systèmes ou des patrons d'immigrants sans documents. Ce n'est pas un travail à temps complet, ils ont des prestations sociales. Beaucoup de ces personnes n'ont pas de documents, donc n'ont pas de ressources. Ils sont mis à la porte pour des questions de discrimination ou d'autres raisons. L'une des citations que je voudrais souligner dans ce sens est celle-ci. Quand vous voyez sur l'écran, j'étais discriminée parce qu'on ne me permettait pas d'entrer dans la salle des bains des femmes, dans la toilette des femmes, parce que comme je suis une fille trans, elle voulait que je portais un papier qui certifiait que je suis une fille totalement trans. Les histoires orales sont très importantes parce que ça souligne les personnes qui utilisent les personnes trans pour décrire leur expérience et non pas ce que les gens cis se disent ou les professionnels du genre médical, par exemple. Ils ne disent pas complètement avoir fini la transition ou après la chirurgie. Elle dit j'étais une fille totalement trans. Elle ne dit même pas, elle dit femme, elle dit je suis une fille. C'est pour cela que la question linguistique est si riche à partir de ces histoires orales. Mais ici, en particulier, ce que la transphobie nous montre, c'est cette histoire de
la syndicalisation n'est pas permise. Ça, c'est une conséquence de transphobie dans la communauté latine. C'est une communauté qui est déjà pauvre et qui manque beaucoup de ressources, et en fait, tout cela est exacerbé par la transphobie. Vous avez 3 minutes. L'un des aspects les plus intéressants de cette recherche, c'est que malgré la transphobie, la communauté, il y a des éléments de la communauté qui nourrissent vraiment la communauté trans, et c'est la survie. L'un de ceux-ci, c'est les aspects culturels qui nourrissent la communauté trans. Une partie de notre recherche, c'est pourquoi les personnes trans étaient à New Brunswick quand ils peuvent voyager à New York pour des questions de travail, parce que, comme disait, malgré la concentration des ressources d'attention, des soins de santé, à New Brunswick, il n'y en a pas. Donc, l'une des personnes, des raisons pour lesquelles elles sont à New Brunswick, c'est par la grande influence de la culture de Oaxaca, qui est un État au sud du Mexique, comme vous voyez dans l'image. L'une des cultures dans Oaxaca, c'est la culture apothèque, et elles sont la figure des mujeres, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas en rapport à la culture mexicaine, mais on dit que l'influence de cette culture dans la culture de Oaxaca, plus large, leur donne aux femmes de Brunswick les ressources culturelles et à la communauté latine en général avec les ressources culturelles pour traiter avec les identités non conformes au genre et les accepter. Donc, ça, c'est un des résultats de ma recherche, qu'il y a des éléments qui surgissent des cultures desquelles les personnes viennent, et cela démontre une autre façon d'être trans. Et dernièrement, je veux dire que la pandémie nous a frappé en 2020 et cela a fait un impact important dans la communauté du point de vue économique surtout, parce qu'elle travaillait dans des emplois qui ont été frappés par la pandémie. Je dois dire qu'en général, mon analyse souligne que les travailleurs et les travailleuses racialisés ont la charge de beaucoup de problèmes matériels qu'il faut comprendre, parce que cela nous permet de voir que la différence de genre, c'est une catégorie fondationnelle dans la société. Donc, il faut tenir compte de la race et de l'ethnicité des communautés trans et des populations trans. Merci beaucoup. Excusez-moi pour les problèmes au début. Merci beaucoup. Merci. Ce panel a été très intéressant. Nous n'avons pas de temps pour des questions et des réponses. Je crois que certaines questions sont en train d'être répondues sur le chat. Et nous avons une section de questions et réponses sur la plateforme. Nous devons fermer ce panel maintenant. Francisco, je vais vous faire savoir que nous allons laisser les inscriptions ouvertes pour les conférences, mais nous vous demandons que les personnes qui ne sont pas inscrites d'être patients, parce que nous sommes en train de travailler sur cela pour voir si nous pouvons vous accepter, seulement pour que vous le sachiez. Merci beaucoup. Les questions et réponses vont être sur la plateforme WOHA et vous pouvez participer